Vous aussi, ça vous est déjà arrivé de dire « Oh mince, j'ai perdu un document ». Je croyais qu'il était synchronisé, qu'il était sur mon disque dur externe ou quoi que ce soit, et j'ai oublié de le mettre dessus, du coup j'ai tout perdu. Eh bien pour que ça n'arrive plus jamais, de manière sécurisée, gratuite, open source, et ça fonctionne sur tous les appareils Linux, Android, Apple ou pourquoi pas Solar, etc., etc. Bref, je vous présente ça aujourd'hui, et vous allez voir, c'est de la bombe baby. Salut à tous, c'est Gaël sur Simple et Gratuit et aujourd'hui je vous propose un logiciel mais vraiment sympathique qui va vous permettre de synchroniser sans outils tiers directement des données d'un ordinateur à l'autre par exemple, que vous soyez en local, c'est-à-dire sur la même box par exemple ou sur le même routeur ou tout simplement à l'autre bout de la planète. C'est super sécurisé et évidemment il n'y a que vous qui pourrez avoir accès à ces informations. Donc je vous montre ça aujourd'hui, je vous montre comment on le met en œuvre, vous allez voir c'est super facile et une fois que c'est fait, eh bien en réalité après voilà, vous n'avez plus rien à faire et dès que vous allez allumer le serveur ou allumer l'outil, eh bien en fait automatiquement ça va pouvoir synchroniser, ça va pouvoir se gérer comme ça automatiquement. Je vous montre un petit peu comment ça marche, je vous explique les concepts de base également, et puis vous va voir également l'interface tout à l'heure en téléchargeant le logiciel. Bienvenue à tous sur Simple et Gratuit, c'est Gaël. Et comme d'habitude, regardez, hop, dans la description, il y a un petit bouton s'abonner, vous cliquez dessus, évidemment, si possible, vous mettez la petite cloche pour avoir des notifications, et comme ça, vous ne manquerez aucune des superbes vidéos que je vous propose régulièrement. Avant de commencer, eh bien, nous allons simplement déjà redéfinir ce qu'est le peer-to-peer, car ce logiciel fonctionne avec le peer-to-peer. Le peer-to-peer, c'est le pair à pair. Autrement dit, c'est comme si vous voyez quelqu'un et vous êtes en train de parler avec lui. D'accord ? Il n'y a personne entre vous qui est en train de dire t'as dit ça ? Ok, il a dit ça. D'accord ? Tu lui réponds quoi ? Ok ? Eh ben, tu lui réponds. Ça, par exemple, ce que je viens de mimer, c'est Facebook. Quand vous envoyez par exemple un message sur Messenger, vous envoyez un message depuis votre téléphone, qui est donc la première personne, vous avez le serveur central de Meta qui est là, qui dit « Tu dis quoi toi ? À qui ? Ok, il a dit ça, à toi. Et tu veux répondre quoi ? Ok, d'accord. Hop, ça, eh bien ça, les enfants, ça s'appelle la centralisation. Le peer-to-peer, c'est le pair à pair, et donc en fait, vous arrivez tout simplement et vous vous parlez en direct, sans qu'il y ait personne au milieu. Donc ça, c'est déjà bien. Pourquoi ? Parce que si un jour, vous êtes banni de Facebook, vous ne pouvez plus interagir avec les gens de Facebook. Et si un jour, par exemple, eh bien, le serveur de Facebook est en panne, vous ne pouvez plus interagir non plus. Avec le peer-to-peer, l'avantage, c'est que vous pouvez interagir tant que la personne est disponible avec vous. Donc ça, c'est quelque chose de vachement bien. Ce logiciel, il est sécurisé, d'accord ? Il est totalement fait pour que ce soit le plus anonyme possible, mais aussi le plus sécurisé possible, et il vient de la fondation Mozilla. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans le site, voilà, tout simplement. Donc ça montre quand même qu'il y a un sérieux derrière. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement vos données, elles vont partir de votre ordinateur, alors soit sur le même réseau local, c'est-à-dire votre box ou votre routeur, d'un ordinateur à l'autre de votre maison par exemple, ou de votre entreprise, soit tout simplement de votre ordinateur là vers l'autre bout du monde où vous aurez installé par exemple sur un serveur ou parce que vos enfants sont je sais pas à Kuala Lumpur ou ailleurs parce qu'ils ont décidé d'aller vivre là-bas, comme ça vous allez pouvoir échanger des fichiers, des dossiers et tout ça de manière sécurisée et chiffrée. Voilà, comme ça ça vous permet sans rien payer mais aussi d'avoir d'une manière très sécurisé, d'échanger des informations sans que personne ne puisse se mettre entre vous, soit par une censure possible, soit tout simplement en se disant tiens, je prends un stéthoscope et je vais écouter la conversation. Ok ? Donc ça, c'est pas possible avec ce genre de logiciel. En plus, c'est gratuit, c'est en français, c'est très facile à installer. Allez, je me mets sur la droite et on va pouvoir découvrir tout cela. Première chose, on va aller sur Internet. Prenez votre meilleur navigateur et on va tout simplement aller ici, sur le site de SingSing. Alors, SingSing, il faut savoir quand même que je vous mets le lien directement dans l'article Patreon. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, YouTube censure des liens et menace de censurer mes vidéos qui vont avec, alors que ce sont des logiciels tout à fait officiels. Mais bon, dans le doute, pour éviter cela, je préfère vous mettre les liens dans Patreon. De toute façon, vous cliquez dessus, l'article bonus, c'est marqué dedans et c'est gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Juste
quelques secondes, peut-être le temps de cliquer sur le lien. En tout cas, ici, on se retrouve sur le site officiel. Alors, il est en anglais, hein, voilà. Vous ne pouvez pas l'avoir en français, me semble-t-il. En tout cas, voilà, moi, je l'ai fait traduire tout simplement. Ici, on y retrouve donc la confidentialité. C'est ce que je vous disais. Aucune des valeurs n'est stockée ailleurs que sur votre ordinateur ou vos ordinateurs. Ça marche également, par exemple, sur les serveurs NAS ou autres. Aucun serveur central ne risque d'être compromis légalement ou illégalement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va écouter, ni l'État, ni un hacker. Le chiffrement, évidemment, grâce à des connexions et ils utilisent le protocole TSL, hein, donc qui permet de chiffrer en fait ce que vous êtes en train de vous dire, donc ça c'est plutôt bien. Et le chiffrement inclut la confidentialité persistante. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but ici. Pour l'authenticité, c'est pareil, vous avez un numéro de certificat unique de cryptographie robuste qui est assigné à la personne et qui permet tout simplement de pouvoir être en relation et de savoir que la machine en face, c'est bien la machine et pas une machine qui aurait usurpé son code. C'est pas possible. Ok, c'est unique. Ensuite, ici, vous avez bien sûr un protocole ouvert, hein, documenté, sans magie cachée, un code source open, voilà, pour ceux qui voudraient lire le code source ou qui voudraient lire les commentaires pour voir s'il n'y a pas une petite anguille sous roche là-dedans. Et puis, bien sûr, vous avez aussi toute la communauté avec un serveur Discord ou autre chose. Ici, vous voyez que c'est puissant, on peut synchroniser des dossiers, des fichiers et tout ça. C'est aussi fonctionnable de manière portable si on en a envie. Alors moi, je conseille pas forcément parce que l'idée, c'est de pérenniser les choses. On va voir ça ensemble, hein, mais après, pourquoi pas, certains ont peut-être envie de le faire, mais c'est vrai que ça peut être pratique. Et puis enfin, vous avez quelque chose de simple qui ne nécessite pas de configuration complexe, pas de configuration en anglais, etc., etc. Bref, c'est super bien. Donc n'hésitez pas. Alors si vous le voulez, vous avez un support commercial que vous pouvez activer, mais dans ce cas-là, ce sera payant. Mais techniquement, on n'en a pas besoin. Donc nous, on va aller ici sur la partie tout en haut qui s'appelle simplement téléchargement. Vous cliquez dessus et une fois que vous y êtes, eh bien vous n'avez plus qu'à attendre que ça arrive. Une fois que vous êtes sur cette nouvelle page, vous voyez que vous avez l'intégration, donc soit sur macOS, soit sur Windows. Vous pouvez même avoir l'utilitaire de barre d'état Windows avec un observateur de fichiers et tout ça, si vous le souhaitez en plus. Et puis sinon, vous avez tout ce qui concerne évidemment FreeBSD, OpenBSD, Illuminos, macOS, Windows, Linux. Donc voilà, vous pouvez le mettre un petit peu partout. Et vous voyez que pour Android, eh bien, il y a un fork qui est en train d'être créé. Donc un fork, qu'est-ce que c'est ? En gros, quand on a un projet open source, je vous l'ai dit, vous avez accès à tout le code, d'accord ? Et certains prennent le code à leur compte et puis ils développent encore des nouvelles fonctionnalités ou par exemple ils l'adaptent à Android ou à iOS. Et bien dans ce cas-là, ça fera un fork. Cette nouvelle version fera un fork. Donc on aura toujours la version originale et puis on aura des versions, on va dire, améliorées par d'autres qui se sont appropriés le projet et qui sont partis sur la base du premier. C'est ça un fork. Ok ? Donc vous voyez que pour Android, eh bien ici vous avez un fork qui est en train de se créer. Alors pour l'instant, pas de version officielle, mais vous pouvez les trouver sur différents moteurs qui vous proposent effectivement des applications. Mais il suffit d'aller sur le site ici, il vous explique tout et vous pouvez même télécharger. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez non seulement synchroniser pour Linux, Windows, macOS et tous ces OS-là, et puis aussi du coup pour Android. Même si pour Android, il y a quelque chose un petit peu différent. Mais bon, ça, je vous laisserai voir. Il y a la documentation qui est ici. Moi, je suis sur Windows. Je vais le télécharger ici, simplement, en cliquant sur le lien. J'arrive sur le dépôt GitHub. Et sur le dépôt GitHub, là, ici, sur la droite, on a ce qu'on appelle le release. Le release va nous permettre simplement de pouvoir cliquer dessus. Donc on voit qu'il a été mis à jour le 18 août. Pour ma part, je suis le 13 octobre, donc c'est tout récent. Et donc on clique dessus et ici on se retrouve sur Windows et on peut synchroniser Windows. Ça le télécharge ici. Voilà, c'est fait. Et à partir du moment où c'est fait, je clique dessus simplement. Avant de l'installer sur Windows, vous le savez, vous avez le Smart Defender, Smart Screen qui vous propose cela. C'est-à-dire qu'on a un petit message et ce petit message, il vous dit « Ouh là là, il y a potentiellement un danger dedans, attention, attention, attention ». Comme je vous l'ai déjà dit, et je vais être très succinct cette fois-ci, mais vous chercherez dans d'autres vidéos pour avoir plus d'explications, mais en gros, lui, il ne peut pas savoir, comme n'importe quel antivirus d'ailleurs, il ne peut pas savoir s'il y a un virus dans votre programme. Tout ce qu'il peut dire, c'est que cet éditeur, celui qui a créé le logiciel, je ne le connais pas, c'est un petit éditeur, donc potentiellement il peut y avoir un danger. Mais il peut très bien avoir un danger si vous téléchargez un produit Apple ou un produit Microsoft. On ne sait pas toujours, on le sait parfois qu'après, d'accord ? Donc là, vous cliquez sur informations complémentaires et vous voyez qu'en fait, il vous dit que l'éditeur est inconnu. Du coup, il vous dit méfiance. Dans ce cas-là, vous cliquez sur exécuter quand même.
Voilà, on fait sobre, on fait simple aujourd'hui. Une fois que c'est fait, alors bon, on a évidemment la présentation qui est un petit peu en anglais. Donc il va falloir accepter toutes les causes. Mais vous pouvez très bien copier tout ça, le faire traduire par ChatGPT si vous le souhaitez. Ici, on va faire Next. Ici, on va voir effectivement, c'est surtout les licences ici. On appelle Next. Ici, on sélectionne où on veut l'installer. Moi, je vais faire Next. Et ici, on va lancer encore une fois avec Next. Ici, il nous dit tout simplement qu'il va utiliser le port 83-84. Voilà, donc on va avoir des accès. Ici, on a un intervalle automatique. Voilà, donc 0 pour désactiver et 12 pour activer. Voilà, donc en nombre d'heures. Donc voilà, vous choisissez un petit peu comme vous voulez. Par défaut, on va laisser ça. On viendra après voir dans l'interface française, c'est ce qui me semble le plus important. Ici, vous pouvez décider de démarrer en même temps que l'ordinateur ou pas. Voilà, vous pouvez créer un shortcut, donc un icône sur le bureau. Voilà, comme vous voulez, hein, n'hésitez pas. Nous, je vous conseille peut-être de faire ça pour vous, hein, si vous n'êtes pas habitué. Et vous cliquez sur Next, puis Installe, et ça y est, c'est installé. Vous voyez, c'est super rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Il installe un petit module complémentaire pour Windows. Je suppose que ce sera pareil sur Linux et macOS. Voilà, donc c'est pas très long. Une fois que c'est fait, il devrait me l'ouvrir automatiquement en principe. Donc ici, il me demande si je veux bien ouvrir la page de configuration. Je mets suivant. J'arrive automatiquement sur le serveur. Alors ici, vous voyez que c'est marqué non sécurisé. D'accord? Vous avez un HTTPS qui est barré. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, vous êtes en local. 127.0.0.1, c'est en local. C'est sur votre ordinateur que ça se passe. D'accord? Avec le fameux port 83-84 dont on a parlé tout à l'heure. OK? Donc il n'y a pas besoin de HTTPS quand vous êtes sur votre propre machine. Ça n'aurait aucun intérêt de chiffrer la connexion de votre propre machine à votre propre machine, sachant que les infos ne quittent pas la propre machine. OK? Donc là, ça me semblait important. Ensuite, vous avez ici un petit récapitulatif qui vous dit qu'en fait, vous n'avez pas pour l'instant d'utilisateur et de mot de passe qui ont été définis pour cette interface-là, qui va vous permettre d'ajouter des nouveaux dossiers, mais aussi de nouvelles machines à synchroniser. Donc moi, je vous conseille quand même d'en mettre un parce que on ne sait jamais, admettons que demain, même si vous êtes le seul à vous servir de l'ordinateur, votre ordinateur est piraté, n'importe qui pourrait du coup rajouter des choses dans les différents dossiers que vous partagez et du coup, ça pourrait aussi directement contaminer les autres ordinateurs ou le NAS que vous utilisez. Donc au moins en mettant un mot de passe au démarrage, vous êtes tranquille. On va voir ça tout à l'heure. Donc vous voyez que l'interface elle est très simple. De base elle est en français. Si elle n'est pas en français, vous avez ici French et vous pouvez choisir. L'aide est en anglais, bien sûr. Ça, malheureusement, on peut rien y faire. Mais bon, un bon coup de ChatGPT ou une petite question à perplexité et ça peut aider. Ici vous avez Action. Action qui va vous permettre d'avoir les configurations, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, les avancées, afficher mon ID, etc. Un kit d'assistance si vous avez besoin, mais le kit d'assistance c'est surtout pour ceux qui ont pris la version payante. Vous pouvez redémarrer le serveur, arrêter le serveur quand vous voulez. Voilà, le serveur, c'est-à-dire cette page-là, et donc le système et la façon de fonctionner. Parfait. Ici, on a la liste des partages que l'on va paramétrer, ce qui vous permet en un coup d'œil sur ce tableau de bord d'avoir un accès. Par exemple, tiens, j'envoie tel document toutes les 3 heures à mon service comptable. Tiens, j'envoie tel machin, tel son tous les jours, telle vidéo, etc., etc. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui choisissez. Et ici, vous avez un petit récapitulatif de l'appareil. Encore une fois, ici, vous pouvez voir tous les autres appareils, tout suspendre, charger les récents, ou tout simplement, ici, vous pouvez ajouter un nouvel appareil. Ok, alors on ne va pas ici ajouter de nouveaux appareils ni quoi que ce soit, hein. Vous cliquerez dessus, tout est en français, tout est super bien expliqué. Ceci dit, on va quand même aller ici dans les paramètres avec notamment la configuration. Donc vous pouvez aller là ou aller dans Action et puis Configuration. Une fois que vous y êtes, c'est encore en français, alléluia. Et vous avez ici donc le nom convivial de votre appareil. Vous pouvez le changer si vous voulez. L'appeler Pouette si c'est plus sympa. Ici, vous avez l'espace minimum disponible sur votre disque que vous allez allouer à ces fameux transferts. Alors pourquoi c'est important? Eh bien par exemple, admettons que je sais pas, par exemple, vous êtes sur un ordinateur qui a, 500 gigas de mémoire, mais votre ordinateur, il est déjà bien complet, d'accord? Et que, en fait, vous le laissez là et vous dites, c'est mon ordinateur qui me servira, en fait, à réceptionner les documents de sauvegarde. Sauf que vous sauvegardez des vidéos. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, ça va finir par remplir le disque dur. Il va être totalement rempli. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réserver un minimum d'espace
pour le disque dur pour que vous puissiez avoir toujours vos documents qui continuent à se mettre à jour. Voilà, donc là, vous pouvez mettre 1% sur 500 gigas, ça vous fait 5 gigas, c'est pas mal, sauf évidemment si vous faites de la vidéo, mais là, ce sera à vous d'adapter. Et si vous avez déjà essayé aussi d'autres logiciels de synchronisation comme ça, directement d'ordinateur à ordinateur, en local, c'est-à-dire sur la même box ou le même routeur, ou comme ça directement sur Internet, n'hésitez pas à me dire les noms, vos expériences, que vous en avez pensé et tout ça. Ouais, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Ok, ici, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de choisir les mises à jour automatiquement. Jamais de mise à jour, les mises à jour stables ou seulement les mises à jour stables et préliminaires. Là, c'est vous qui choisissez. Comme il y a une question et un enjeu de sécurité, moi, je vous conseille de faire des mises à jour quand même. C'est important, et pourquoi pas les mises à jour stables. Pourquoi ? Parce que ce serait quand même dommage d'avoir votre truc qui crache à un moment. Parce que si vous mettez préliminaire, c'est bien joli, mais en mettant préliminaire, s'il y a une faille ou un bug dans la version préliminaire qui n'est pas stable, vous vous héritez du bug. Donc c'est quand même dommage. Voilà, le mieux c'est de rester sur la version stable. Et ici, vous pouvez envoyer, si vous voulez... tout simplement d'envoyer un rapport, de désactiver les rapports, d'envoyer les versions 2, 3, etc. ou de non définis, choisir plus tard, etc. Nous, on va désactiver ici parce qu'on n'a pas envie, même si ça reste anonyme, d'avoir un rapport d'utilisation qui se balade sur Internet. Ok, ici vous pouvez ajouter de nouveaux partages ou des nouveaux appareils si vous le souhaitez. Voilà, comme ça vous pouvez créer comme vous voulez, mais sinon vous pouvez les créer aussi en bas. C'est pas moi qui vous l'apprends puisque vous le savez déjà maintenant. Deuxième chose, l'interface. L'interface ici, ça c'est l'adresse IP qu'on retrouve en haut. Ok, donc ça c'est l'adresse IP du serveur que l'on a sélectionné. Je vous conseille pas forcément de la changer, sauf si vous avez déjà quelque chose sur le 127.0.0.1. Pourquoi ? Tout simplement parce que sinon, si vous réinstallez le logiciel, vous risquez d'être perturbé en vous disant ah mais qu'est-ce que j'avais mis comme adresse IP, je sais plus. Ça risque d'être un peu compliqué. Tout à l'heure je vous disais, on ne peut pas l'enlever ici, mais ici c'était marqué, il faut mettre un mot de passe et un nom d'utilisateur et je vous le conseille. Eh bien c'est ici que vous devez le remplir. Donc vous mettez ici un nom, d'accord, et ici vous mettez un mot de passe. Compliqué le mot de passe, au moins 20 caractères. Voilà. Pensez à le garder, c'est très important. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça vous permet à ce moment-là d'avoir quelque chose de sécurisé et que c'est pas quelqu'un qui, par exemple, s'il vous vole votre ordinateur, s'il met un logiciel, ce qu'on appelle de force brute, d'attaque de force brute, qui va tester tous les caractères, lui il s'en fiche et ça prend 6 mois parce que vous avez 8 caractères ou 12 caractères ou 20 caractères. Donc voilà, en général au bout de 6 mois il aura lâché l'affaire. Mais en général, si par exemple vous mettez 8 ou 10 caractères, lui il va trouver ça assez rapidement, peut-être dans la journée, peut-être dans la semaine globalement, et il vous aura bien eu. Donc mettez toujours au moins une vingtaine de caractères, vous êtes tranquille. Ne commencez pas par des majuscules, mais mettez toujours minuscules, majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, mélangez tout ça et faites-vous plaisir. Ici, vous pouvez utiliser le HTTPS pour le GUI, comme ici, mais est-ce que c'est vraiment intéressant et important ? Pas vraiment. Et ici, vous avez le thème par défaut, le mode sombre sur lequel on est, le mode noir, ou le mode clair, ou le mode par défaut, ça dépend du système, évidemment. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs choix. Et pour enregistrer, vous cliquez là. Vous avez les connexions. Alors, connexion par défaut, alors vous avez le protocole d'écoute. Donc là, vous pouvez laisser par défaut si vous le souhaitez, mais vous pouvez en définir un autre si vous en connaissez un autre et que vous en utilisez un autre ailleurs. Ça peut servir pour ceux qui ont un NAS notamment et qui effectivement ont déjà des options de connexion avec. Le débit limite. Alors, si vous laissez 0, ça veut dire qu'il prendra le débit maximum disponible. Sinon, vous pouvez lui dire, tiens, t'envoies à 100 kg par seconde. Alors 100 kg par seconde, même pour moi qui n'ai pas la fibre et qui a un internet ravitaillé avec les corbeaux, c'est rien du tout. Donc le mieux c'est encore de laisser à 0 parce que vous avez envie que quand vous envoyez quelque chose, ça envoie vite. J'imagine une simple vidéo d'1 giga envoyée à 100 kg par seconde, ça prend du temps. Pareil ici pour l'envoi. Ça, c'est pour la réception. Ici, vous avez la possibilité de limiter la bande passante si vous le souhaitez. Vous pouvez activer la translation, donc la traduction d'adresse avec le NAT. On a déjà vu ce que c'était, mais voilà, ici, ça vaut pas la peine que je réexplique. Et puis, la découverte globale. Voilà. Et puis là, vous pouvez choisir comme vous voulez. Il n'y a aucun souci. Les appareils refusés, parce que vous pourriez très bien dire, tiens, cet appareil-là, je n'en veux plus, celui-là non plus, celui-là, c'est pas moi qui suis toujours dessus. Donc, vous pouvez le refuser temporairement, par exemple, quand vous n'êtes pas au boulot et que sur l'ordinateur de
travail, ça peut être votre collègue par exemple. Et puis ici, les partages refusés. Bref, vous enregistrez vos confidentialités et comme vous voulez. Et puis, vous pouvez aller plus loin également dans les paramètres avancés. Là, c'est moins joli, mais ici, faites attention parce que ça peut tout casser selon ce que vous faites. Donc, l'interface graphique, ça c'est classique. Bien sûr, vous avez des options également. Moi, je vous conseille pas de toucher à ça si vous y connaissez pas. Voilà, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on a des outils, on veut tout tester, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on casse tout également. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un appareil, si vous le voulez. Alors, pour ajouter un appareil, vous allez rentrer l'ID de l'appareil. Donc, vous allez installer ce logiciel directement, ok, et vous allez aller ici, dans Action, et vous allez tout simplement afficher mon ID. Ici, vous avez un QR code avec votre ID ici. Ok, alors je le floute volontairement, mais vous avez globalement une ligne avec vos commentaires et tout ça. Donc, quand vous allez ajouter un nouvel appareil, eh bien, vous allez rentrer l'ID ou le QR code de l'autre appareil, et ici vous allez choisir un petit nom sympathique, par exemple ordinateur de la belle-mère. Voilà, et donc ici vous cliquez sur enregistrer et vous avez ajouté un nouvel appareil. Je vous conseille de cliquer sur partager pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire, soit ajouter par exemple pour le partage commun à plus des appareils, ou soit par exemple ajouter automatiquement pour créer des partages avec des chemins par défaut, c'est vous qui voyez. Et ici les paramètres avancés, savoir si ça va être dynamique en fonction évidemment des adresses qui vont être choisies, ou alors tout simplement ici vous pouvez choisir les métadonnées, vous les activez, vous les désactivez comme vous voulez. Voilà, ici vous avez aussi la possibilité de limiter si vous voulez embêter la belle-mère. Mais si je voulais envoyer, il y a 15 jours. Ah ouais, mais j'envoie à 1 kilo par seconde. Ça fait 1 giga. Donc voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Bien sûr, un peu d'humour avec la belle-mère, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et ici vous pouvez retirer la confiance et chiffrer tous les partages. Donc si vous le souhaitez, ça peut être quelque chose de pratique. Voilà, ça permet d'être protégé par des mots de passe. Comme ça, eh bien en fait, la personne ne pourra pas accéder à ce que vous faites et ça vous donne une sécurité supplémentaire, notamment si c'est une sauvegarde. Voilà un petit peu donc ce que je pouvais vous montrer. Vous pouvez ajouter un partage. Alors pour ajouter un dossier de partage, vous pouvez ici mettre le nom d'un partage, par exemple. Ça, ce sera le nom du partage classique, l'identifiant du partage. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le chemin du partage. Par exemple, vous voulez partager, eh bien, je ne sais pas moi, est-ce que j'ai un dossier, oui, celui-ci par exemple, qui est donc ma dernière vidéo. Eh bien, je peux très bien faire ici, prendre par exemple, est-ce que je vais pouvoir avoir ça? Hop. Copier le lien en tant que chemin d'accès par exemple, je vais pouvoir aller là, faire un petit coller et donc ici vous voyez que ça c'est mon dossier, voilà, et tout ce qui va être dans ce dossier va être partagé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, on peut le faire sur plus gros que ça, on peut même le faire, je pense, sur un disque directement, mais je ne conseille pas de transférer automatiquement son disque. Ça peut être beaucoup. Vous imaginez le nombre d'écritures et de réécritures qu'il y a, même sur des fichiers temporaires, juste sur un disque. Télécharger plutôt des données, envoyer des données. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour les partages, là, c'est pareil. Vous voulez activer un partage, donc vous récupérez l'adresse que vous avez fait tout à l'heure de votre appareil que vous avez ajouté. Préservation des dossiers, c'est-à-dire des fichiers, vous avez le choix. Les fichiers qui vont arriver là-bas, par exemple, ou qui vont arriver sur votre ordinateur, est-ce qu'ils vont être mis en poubelle? Est-ce qu'ils vont être simplement gérés avec les dates? Ou tout simplement, vous ne les gardez pas et vous les effacez direct. Vous pouvez avoir quelques exclusions et ici, vous pouvez choisir ce que vous partagez. Par exemple, est-ce que vous partagez en envoi et réception? Ça veut dire que ça va être synchronisé des deux côtés, d'un côté de l'ordinateur, mais aussi de l'autre appareil qui reçoit. Donc comme ça, si vous faites une modification dans l'un des dossiers, peu importe l'appareil, eh bien ça synchronisera automatiquement de l'autre côté. Vous avez également les intervalles pour vérifier, toutes les 3600 secondes, ça veut dire toutes les heures ici, l'ordre aléatoire ou par liste alphabétique ou qu'est-ce qu'il propose d'autre, le plus petit en premier, le plus récent. Voilà, c'est un peu comme vous voulez, vous pouvez synchroniser pas mal de choses. À chaque fois, c'est très bien expliqué, donc après, c'est à vous de voir. Voilà, un petit peu ce petit logiciel. Alors, on ne fera pas de débit ici, comme je vous le disais, parce que j'ai pas d'autres machines là sous la main. J'ai pas prévu d'en faire non plus. Je voulais pas vous donner un code. Je voulais pas non plus couper la caméra parce qu'elle passe aussi par le Wi-Fi et je me dis qu'un transfert, ça pourrait couper ma caméra. Ce serait un petit peu dommage. En tout cas, voilà, vous avez appris sûrement pas mal de choses. Alors, si vous aimez ce logiciel, sachez que je vous mets le lien de ce logiciel directement dans un article Patreon qui est gratuit, dont le lien est dans la description. Si je mets des liens dans les articles et plus dans la description directement, c'est parce que YouTube en ce moment pose quelques problèmes avec les liens externes. Ok, donc Patreon il accepte, donc c'est pour ça que je mets les liens dedans, parce que sur plusieurs vidéos il a supprimé mon lien tout simplement alors que ce sont des logiciels officiels.
Pour résumer, ce logiciel SyncSync, eh bien, c'est tout simplement gratuit, open source, sécurisé grâce au TSL entre autres. Ça respecte la vie privée, contrairement aux différentes solutions cloud proposées habituellement. Je vous encourage à tester, à poser des questions en commentaire ou bien tout simplement à donner vos retours. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous aussi vous utilisez déjà des logiciels pour synchroniser, eh bien, vous pouvez le faire simplement. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, de mettre un petit pouce vers le haut, ça peut être sympathique. Et puis, voilà, si cette vidéo vous a aidé, a répondu à quelques questions, vous a fait vous poser des questions également, ça peut être intéressant, n'hésitez pas. Vous avez des conseils également à donner, vous êtes expert dans ce genre de sécurité ou de technologie, eh bien n'hésitez pas, parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir non plus, et donc vos conseils sont les bienvenus, vous le savez, c'est la communauté, c'est la chaîne. Si vous voulez interagir, comme d'habitude, vous mettez des commentaires, vous pouvez mettre hashtag SyncSync simple et gratuit par exemple, ou hashtag je paramètre, je partage, ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez le faire, aussi bien en local que à l'étranger, donc faites-vous plaisir. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas, je vous mets plein de ressources gratuites directement dans la description. Et puis vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la newsletter. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.